s'est vraiment passé beaucoup de choses depuis un an. Donc je vais essayer de vous raconter tout ça. Alors merci encore une fois de m'avoir invité à faire cette présentation. Et félicitations à tous les membres de l'organisation de ce festival. Et bien sûr à Jean-Hugues en particulier qui est vraiment, je crois, l'un des moteurs de l'organisation de ce festival et chapeau. Alors je ne sais pas si vous allez dépasser 1400 ou pas, mais peu importe, 1300, 1400, 1450, vraiment c'est une très belle réussite et je suis vraiment très heureux d'avoir participé un peu moi-même aux activités du festival et puis de vous faire cette conférence ce soir. Alors, je ne veux pas l'oublier, ce diaporama, bon, il évolue au cours des présentations que l'on fait, mais ce diaporama a été préparé entre autres avec la collaboration de ma collègue qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans, Christelle Briouat, qui est une spécialiste des poussières, qui travaille sur un assement poussière à bord de Rosetta. Et je voulais juste mentionner sa contribution à ce diaporama et à cette conférence. Alors, le sous-titre, c'est qu'avons-nous appris grâce à cette mission? On a appris beaucoup de choses, on a encore beaucoup de choses à apprendre, je crois. Donc, je vais essayer de vous dire un peu ce qu'on a appris. Et puis, je résumerai à ma façon, sur une diapo, je crois que c'est une seule diapo, à la fin, pour essayer de résumer ce que je pense que l'on a appris depuis le début de cette mission. Quand je dis le début de cette mission, c'est depuis qu'on est arrivé dans le voisinage de la comète. Alors, je vais commencer par une diapo que j'ai rajoutée à la va-vite, suite à une conversation ce matin avec mon collègue Michel Bizot. Où es-tu, Michel? Voilà. Alors c'est ce que j'appelle une figure opérationnelle. C'est le genre de figure qu'on regarde pratiquement tous les jours. Alors, ici, c'est le Soleil. Ici, c'est l'orbite de la Terre. Ici, c'est l'orbite de la comète et aussi l'orbite de Rosetta, puisque Rosetta est proche de la comète. Alors, en fait, on voit que la comète est observable, puisqu'elle n'est pas vraiment bloquée par le Soleil. Alors, je ne sais pas si elle est observable le matin de bonne heure ou le soir tard. Je pense qu'on pourrait le deviner, mais bon, je suis pas vraiment astronome. Hein. Donc, je ne suis pas un spécialiste des observations télescopes, mais en tout cas, il est possible d'observer la comète. Et la discussion que nous avons eue m'a un peu suggéré de mettre l'accent, ce que je n'avais pas prévu au départ, de mettre l'accent sur les possibilités que les astronomes amateurs ont de pouvoir contribuer au programme d'observation de cette comète. Et ça, c'est un point important sur lequel je vais un peu insister. Alors, je passe à une illustration beaucoup plus jolie. Donc, je vous présente le système solaire, le Soleil, les orbites de Mercure, Vénus, la Terre, Mars et l'orbite de Jupiter. Et ici, l'orbite de la comète. Alors, on voit que l'orbite de la comète, s'éloigne au plus loin, lorsqu'elle est au plus loin du Soleil, juste au-delà de l'orbite de Jupiter. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 9 ou 10 juillet. Donc, on est très proche, on est quasiment au point le plus près du Soleil. Alors, en fait, symboliquement, le point le plus près du Soleil sera le 13 août, en 3 jours. Mais la distance entre le Soleil et la comète varie très peu depuis quelques semaines et il variera très peu pendant quelques semaines et même 2 mois. Alors, c'est symbolique, le 13 août sera symbolique parce qu'en fait, la comète se rapprochant du Soleil, l'activité augmente. Mais le maximum d'activité sera très probablement, disons, courant septembre. Il y a un décalage entre le point d'approche du Soleil, le point d'approche le plus près du Soleil, et le maximum d'activité. On voit très nettement en ce moment l'activité augmenter. D'ailleurs, c'est ce qui pose le problème à Rosetta, j'y reviendrai. Mais l'activité va continuer à augmenter pendant des semaines et des semaines après le passage au périhélie. Donc le passage au périhélie qui aura lieu le 13 octobre.
Alors, je vais vous poser quelques petites questions et je sais que toi, mon ami, tu as les réponses. Alors, tu seras le premier à répondre. Hein. Alors, je vais te parler de la durée d'une orbite. Alors, si je te demande la Terre, en combien de temps tourne-t-elle autour du Soleil? Tu as raison, la Terre tourne autour du Soleil en 1 an. Mars. Tu as presque raison. Presque 2 ans. Très bien. Jupiter. Alors, Jupiter. En 11 ans, presque 12 ans. Alors, à partir de ces informations, alors la comète Churyumov-Gerasimenko, en anglais on l'appelle Chury, C-H-U-R-Y, et en français c'est Chury. Alors, à ton avis, quelle est la durée de l'orbite de la comète Churyumov-Chury, autour du Soleil, sachant que celle de Jupiter est de 11 ans et celle de Mars est de 1 an, presque 2 ans, et la Terre 1 an. Donne-moi un chiffre. Pas mal, 6 ans. Chury, donc 6,44 ans. Donc la durée de l'orbite de la comète que l'on est en train d'étudier, c'est 6 années et demie. Alors, souvenez-vous, 6 années et demie. Souvenez-vous de ce chiffre parce que ça n'a pas été facile pour Rosetta d'arriver à se mettre en orbite, s'approcher de la comète et à se mettre en orbite. Et en fait, comme Rosetta a été lancée il y a très longtemps, eh ben, la comète a fait presque 2 tours autour du Soleil depuis son lancement. Alors, première en quelque sorte parenthèse sur le rôle que les astronomes amateurs peuvent jouer et dans un rôle vraiment positif au niveau de l'observation de la comète. Alors, Rosetta, c'est une mission spatiale, mais qui bénéficie du soutien d'un programme d'observation au sol. Alors, bien sûr, c'est principalement un programme d'observation par les astronomes professionnels, mais ici, il y a un télescope qui est presque un télescope de pro. Donc, il y a plusieurs amateurs qui ont des télescopes moins puissants que moins performants que celui qui était ici. Et je pense qu'il y a vraiment et je tiens à souligner qu'il joue un rôle non négligeable dans l'observation continue de la comète, puisqu'elle est observable. Elle est observable depuis le mois d'avril jusqu'au mois en décembre. Donc pendant une période de 9 mois, la comète est observable à partir de télescopes au sol. Donc il est important, recommandé, que les astronomes amateurs se mettent au travail en quelque sorte et essaient de contribuer au programme d'observation de la comète. Alors c'est une suggestion que je pense que observer la comète de l'observatoire de Mars aurait quand même pas mal d'allure. Donc ce n'est qu'une suggestion, j'y reviendrai à la fin. Mais je voulais le dire au début parce que c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé pendant les discussions qu'on a eues. Donc je voulais le dire, les astronomes amateurs ont un rôle important à jouer au niveau de l'observation et de la compréhension des observations que Rosetta et Philae font autour de la comète et sur la comète. Alors, les observations amateurs, comme dirait quelqu'un de célèbre, c'est maintenant. Qu'est-ce que dit ça? C'est François. Alors, résumé en 1 an, je ne sais pas si c'est très lisible du fond de la salle, mais voilà, on a commencé ici, on a observé, Rosetta en quelque sorte a observé la comète vers au mois de mars 2014. Il a commencé à avoir un petit point dans le ciel et Rosetta pouvait dire voilà la cible vers laquelle je me dirige. Ce point est devenu un peu plus gros, est bien défini au mois de juin, mais c'est le 14 juillet
date choisie au hasard, c'est le 14 juillet que les premières vraies observations de la comète ont été faites par Rosetta, et Rosetta nous a révélé un noyau surprenant. Ça ressemble à tout ce que vous voulez, sauf à une belle boule, comme on espérait que la comète ressemble, c'est-à-dire une boule sur laquelle on pourrait se poser, le Philae pourrait se poser facilement. Pas du tout, c'est un objet bilobe avec deux lobes principaux qui sont reliés par ce que l'on peut appeler un cou, et donc un objet relativement bizarre. Et à partir du mois de juillet, il a fallu se poser un grand nombre, beaucoup de questions, de savoir comment on allait se poser, comment Philae allait se poser sur cette comète. Alors les premières observations avec une définition très bonne de la surface ont été obtenues dès que l'on s'est approché, alors j'y reviendrai, à 100 km du noyau, le 6 août, donc il y a un an. Le 6 août, voici les premières images que l'on avait de la comète. Alors, Rosetta, c'est une mission très moderne. Les selfies, tout le monde en fait maintenant. Alors, à bord de Rosetta, il y avait le petit atterrisseur Philae. Philae avait une caméra, un peu comme un appareil, comme mon téléphone, hein. Et cette caméra de Philae a pris une photo de Rosetta, et dans le fond, alors je ne sais pas si vous voyez, mais dans le fond, on voit la comète. Et ça, c'était en octobre 2014. Donc c'est un peu un selfie spatial. La petite caméra à bord de Philae s'est prise en photo, a pris en photo Rosetta avec la comète dans le fond. Et la comète était à une distance de, je crois, d'une vingtaine de kilomètres à cette époque. Alors le grand moment, l'un des moments forts de la mission a bien sûr été l'atterrissage un peu rocambolesque de Philae. Et voici l'une des photos qui a été prise par Philae sur le site d'atterrissage. Alors ce n'est pas le premier site d'atterrissage, puisqu'il y en a eu plusieurs, après quelques rebonds, c'est sur le site d'atterrissage définitif. Une fois que Philae s'était posé et arrêté, l'une des images avec une très grande résolution qui a été transmise par la caméra de Philae. Lorsque, je crois que Rosetta, l'orbiteur, était à 10 km, 10 ou 15 km au-dessus du noyau, et ici, on voit une ombre, et c'est l'ombre de Rosetta, du vaisseau Rosetta, Rosetta éclairé par le Soleil, le satellite Rosetta éclairé par le Soleil, et l'ombre portée de Rosetta sur la comète. Et cette image est assez symbolique disons de la capacité de la mission à faire des photos extraordinaires. Et en fait, je ne sais pas si cette photo a été analysée, mais il est possible que cette photo renseigne sur certaines des propriétés, en particulier les propriétés thermiques du noyau, puisqu'à l'ombre, le noyau a peut-être changé un peu de température, et l'évolution de la température autour de l'ombre a peut-être donné des informations intéressantes. Alors ça, c'était en février, et depuis mars, on a vraiment vu l'activité de la comète augmenter et changer. Et on a ici quelques images qui montrent comment le noyau devient actif et le gaz, j'y reviendrai, le gaz, la glace à l'intérieur du noyau se sublime. Alors, se sublimer, ça veut dire passer de l'état solide à l'état gazeux, donc directement de l'état solide à l'état gazeux. Et ces jets de gaz entraînent la poussière qui est à la surface, parce qu'en fait la glace est à l'intérieur. Il lui faut le temps d'être chauffé pour atteindre une température suffisante pour être sublimé. Et ces jets de gaz entraînent la poussière qui recouvre la surface de la comète. Et ce que l'on voit ici, ce ne sont pas les jets de gaz, ce sont vraiment les jets de poussière qui sont entraînés par les jets de gaz. Alors, voici quelques exemples de photos. Alors, c'est un peu un résumé ici, très partiel bien sûr, de tout ce que l'on a fait pendant un an
avec, je répète, le point d'orgue, quand même, il faut le dire, c'était l'atterrissage, bien que rocambolesque, l'atterrissage de Philae, le 12 novembre de l'année dernière. Alors, juste deux mots sur les comètes. Alors, les comètes, telles qu'on a l'habitude de les voir, pour ceux qui ont la chance d'avoir vu des comètes dans le ciel, eh bien, ce sont des objets lumineux qui sont très gros, vraiment très gros, plusieurs milliers et même dizaines et centaines de milliers de kilomètres de dimension, plusieurs millions de kilomètres. La queue, je reviendrai sur la queue des comètes, la queue peut mesurer plusieurs millions, dizaines de millions de kilomètres. Donc ce sont vraiment des objets très, très grands qui peuvent être très lumineux. Alors ici, c'était la comète Hyakutake qui est observée en 96. Ici, la comète Hale-Bopp en 97. Alors ça, ce sont des photos d'amateurs hein, et de très belles photos. Alors on voit ici apparaître les deux queues, la queue de plasma, la queue de matière ionisée et la queue de poussière. Enfin, une autre observation, la fameuse comète Lovejoy en 2013, c'est une observation par un Autrichien. Alors voici ce que l'on voit d'une comète lorsqu'on les observe à partir du sol. On ne voit pas du tout le noyau. Le noyau, il est absolument un tout petit point caché au milieu de ce panache lumineux de la chevelure. Alors, d'où viennent les comètes? Il y a un très bon poster dans le hall qui explique un peu d'où viennent les comètes. Alors, il y a deux réservoirs principaux de comètes dans le système solaire. Alors, le système solaire, le Soleil, les quatre planètes internes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Ici, c'est un réservoir, ce ne sont pas les comètes, ce sont les astéroïdes, la ceinture principale d'astéroïdes. Alors, si on dézoome en quelque sorte, la partie interne du système solaire est ici. Alors, ensuite, on voit les grosses planètes, les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Alors, celle-ci, c'est laquelle déjà? Est-ce que c'est une planète plutôt? Une planète naine. Il a réponse à tout, ce jeune homme. Hein, et en fait, il n'y a pas une mission qui vient de nous révéler Pluton, là, il y a quelques jours. Tu ne te souviens plus du nom de cette mission? Elle s'appelle en français, Nouvel Horizon, New Horizon, qui a fait un survol de Pluton le 14 juillet. Encore une date choisie au hasard par les Américains, cette fois-ci, le 14 juillet. Donc Pluton, qui n'est plus une planète, nous a été révélé. Alors vraiment, bon, une petite parenthèse, les observations de Pluton sont absolument extraordinaires. On a découvert un objet totalement fascinant, surprenant. Et je pense que les observations de Pluton vont nous poser un grand nombre de questions sur notre compréhension du système solaire. Je ne pense pas que Pluton redeviendra une planète. Elle ne répond pas à un certain nombre de critères, mais qu'un objet aussi loin du Soleil que Pluton est une activité géophysique, géologique, comme c'est les images qui nous ont été envoyées l'ont montré, c'est absolument surprenant et ça pose vraiment un grand nombre de questions. Alors au niveau de l'orbite au-delà de l'orbite de Neptune, au niveau de l'orbite de Pluton, il y a un premier réservoir de comètes, la ceinture de Kuiper. Si on va bien au-delà dans le système solaire, il y a un deuxième réservoir qui est bien plus loin du Soleil, qui est à la limite en quelque sorte du système solaire, et c'est le nuage de Oort. Alors, la ceinture de Kuiper est un disque, donc pratiquement dans le plan de l'écliptique, dans le plan dans lequel il y a le Soleil et les planètes. Par contre, le nuage de Oort est une coquille, une double coquille en quelque sorte, et il englobe totalement le système solaire. Alors, au niveau des dimensions, l'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Environ 150 millions de kilomètres. Donc, la distance Terre-Soleil. Non, pardon.
La Terre est ici, voilà, distance Terre-Soleil. La distance Terre-Soleil. La ceinture de Kuiper est à environ 30 à 55 fois la distance Terre-Soleil. Donc de 30 à 55 unités astronomiques. Donc relativement loin du Soleil. Mais ce disque peut s'étendre au-delà jusqu'à peut-être 100 ou peut-être même 200 unités astronomiques. C'est assez incertain sur la limite que l'on doit donner à ce disque. Et en fait, la mission New Horizon, qui vient de survoler Pluton, va être la première mission qui va explorer un ou peut-être deux objets, explorer, c'est-à-dire survoler, on ne sait pas encore à quelle distance, parce que je ne pense pas que les cibles aient été choisies, mais qui va survoler un ou deux objets de cette ceinture de Kuiper dans les années à venir. Donc c'est vraiment intéressant. Alors ça, c'est un premier réservoir de comètes. L'autre réservoir, c'est le nuage de Oort. Il est beaucoup plus loin. Alors, ceinture de Kuiper de quelques dizaines jusqu'à 100 unités astronomiques. Le nuage de Oort, il est à 30 000 à 100 000 unités astronomiques, donc bien plus loin, très très loin, à la limite en quelque sorte du système solaire. Alors c'est une coquille, double coquille, et aucun objet pour l'instant n'a été observé du nuage de Oort. Les comètes que l'on observe viennent principalement de la ceinture de Kuiper. Alors, la structure des comètes, j'ai déjà parlé de leurs deux queues. Alors, la queue de plasma, qui est principalement formée à cause de l'interaction entre les particules chargées du Soleil, le vent solaire, et l'environnement ionisé de la comète, et la queue de poussière, qui subit deux interactions principalement, la pression de radiation du Soleil, des photons du Soleil, qui entraîne la poussière, mais aussi l'attraction du Soleil. Donc la queue de poussière a une forme incurvée dû au fait qu'il y a un équilibre entre ces deux interactions, l'interaction gravitationnelle du Soleil et la pression des photons qui repoussent en quelque sorte les poussières. Alors, si on regarde à l'intérieur de la chevelure, on peut voir un point brillant et qui est la partie interne de la chevelure, mais il faut aller bien au-delà pour arriver à voir un noyau. Donc le noyau, à cette échelle, n'est qu'un tout petit point. Et on ne peut pas le voir à partir d'observations astronomiques du sol. Pour voir les noyaux des comètes, pour pouvoir les observer, en prendre des photos, il faut s'en approcher. Alors ici, c'est un exemple de photographie de la comète de Halley qui a été survolée par la mission Giotto en 1986. Et voici, c'est une des images qui nous a été renvoyée. Donc le noyau, relativement sombre, j'y reviendrai, et les panaches de gaz et de poussière visibles et qui s'échappent en quelque sorte du noyau. Alors un autre phénomène intéressant dont je vais un peu parler, c'est l'environnement de la comète. Donc le noyau, le gaz est ionisé, les molécules de gaz sont cassées par les photons du Soleil. Il y a formation d'ions positifs et principalement d'ions positifs et d'électrons, et ça forme un ensemble, l'environnement ionisé de la comète, et qui s'allonge en quelque sorte pour former bien au-delà de la comète les fameuses queues, la queue de plasma et la queue de poussière. Alors, je vous ai donné quelques ordres de grandeur. La queue de plasma, la queue d'ion, peut mesurer plusieurs dizaines de millions de kilomètres, et la queue de poussière, plusieurs millions de kilomètres. Et alors, je n'ai pas parlé de ce nuage d'hydrogène, le nuage d'hydrogène qui englobe de façon quasi sphérique la comète, peut lui-même faire plusieurs dizaines de millions de kilomètres de dimension. Mais ce nuage d'hydrogène est très difficile à observer. Alors, la structure des noyaux, c'est
c'est vraiment l'une des questions qui est abordée par Rosetta. Comment sont faits les noyaux des comètes? Alors, il y a deux modèles principaux. Le modèle d'un agglomérat de boules, en quelque sorte, de dimensions différentes. Donc, un empilement d'objets qui se sont accrétés de façon relativement douce. Donc, c'est le modèle de ce qu'on appelle en anglais le Rubble Pile, qui est d'un Américain en 96. Un autre modèle, en 86, pardon, un autre modèle, c'est plutôt un modèle en couche. Alors, Rosetta devrait nous renseigner sur la structure du noyau et peut-être nous dire si l'un de ces modèles, ou un autre modèle d'ailleurs, décrit le mieux la structure du noyau. Pour l'instant, c'est quelque chose qui reste une énigme. Alors, la seule chose que l'on sait, c'est que les comètes, à l'intérieur des comètes, il y a de la glace qui, comme on l'a dit tout à l'heure, se sublime. Alors, il y a principalement de la glace de CO, de monoxyde de carbone, qui est le plus volatile, puis du gaz carbonique, puis de l'eau. Donc ce sont les trois composants principaux de la glace des comètes. En se rapprochant du Soleil, la glace s'échauffe et elle passe directement de l'état solide à l'état liquide, elle se sublime. Il y a entraînement des poussières en surface. Alors la surface est recouverte d'une couche de poussière de plusieurs mètres d'épaisseur. Donc entraînement par le gaz des poussières. Une fois que le gaz se disperse dans l'environnement proche du noyau, il y a ionisation des volatiles, donc principalement de ces trois composés, par les photons ionisants du Soleil, les photons UV, pour former les ions et les électrons. Et il y a tout des processus d'évolution des grains qui peuvent se fragmenter, qui peuvent eux-mêmes se sublimer. S'il y a de la glace dans ces grains, ils sont aussi chauffés par le Soleil et éventuellement se subliment et peuvent faire des sources locales de matière dans l'environnement de la comète. Alors, bon, ça, ce sont des exemples. Bon, je vais passer rapidement parce que je vais sans doute bavarder trop longtemps. C'est un peu mon habitude. On a quelques observations spectaculaires de comètes. Celle qui s'est écrasée dans Jupiter en 94, la comète Shoemaker-Levy. Les comètes qui se fragmentent de façon plus ou moins spontanée et qui peuvent se casser en plusieurs morceaux. Et enfin, la comète qui nous promettait des merveilles, la fameuse comète Ison, qui s'est approchée du Soleil, très proche. Alors ceci, c'est une observation par un observatoire du Soleil, et elle est passée très près du Soleil. Alors ici, le Soleil est occulté par un disque, et quelques heures après, la comète a eu son dernier souffle, en quelque sorte, et elle a continué à briller, mais elle s'est complètement désintégrée, et la comète n'a pas survécu son passage autour du Soleil. Alors, ces observations donnent des informations sur la structure des noyaux qui sont peu denses et fragiles. Alors voici en quelque sorte un résumé des observations de noyaux de comètes qui ont été faites par différentes missions. Donc à partir depuis 1986, la comète de Halley. Alors, les noyaux, la dimension des noyaux, c'est de l'ordre du kilomètre à quelques dizaines de kilomètres. Alors, le plus gros, c'est le noyau de la comète de Halley, 15 kilomètres. La comète Borrelly, qui est observée en 2001, 8 kilomètres. La comète Wild 2, qui a été observée en 2004, 5 kilomètres. Temple One en 2011. Et celle-ci, c'est la comète de Hartley 2, un tout petit noyau, 2 km. Hartley 2 qui est observé par la mission Epoxy. Alors, voici les images que l'on a, donc un très petit nombre d'images de noyaux, et on peut remarquer que
aucun noyau ne se ressemble. Donc les noyaux de comètes sont des objets très bizarres en quelque sorte, et aucun ne ressemble à une boule comme on pourrait l'imaginer bien avant Giotto, on pensait que les comètes étaient plus ou moins des boules de neige sales. En fait, elles sont très différentes. Alors, donc, la mission Rosetta nous a révélé ce noyau dont je vous ai montré quelques images et je vais vous en montrer d'autres. Alors, je passe bon, ça c'est mon domaine de recherche. Si j'ai des questions sur l'étude de l'environnement ionisé de gaz, de plasma, de poussière autour de la comète, j'y reviendrai, mais je vais passer un peu rapidement, surtout que c'est un domaine assez complexe et les observations qu'on a actuellement sont assez difficiles à déchiffrer. Alors je passe. Donc pourquoi s'intéresser aux comètes? Alors les comètes, ce sont des objets qui ont été formés il y a très longtemps, au début de la formation du système solaire, et elles sont en quelque sorte les témoins des premiers instants de la formation du système solaire, et observer les comètes nous permet de remonter aux origines du système solaire. Elles vont nous donner des renseignements sur la formation du disque à partir duquel le système solaire s'est formé, le disque protoplanétaire. Il y a peut-être de la matière interstellaire qui vient d'au-delà du système solaire dans les comètes. Et donc l'étude des comètes va nous permettre de comprendre comment ces petits blocs sont formés et comment petit à petit ils se sont accrétés pour former des planétésimaux, puis des planètes. Donc c'est vraiment important de bien comprendre la structure, l'origine et la formation des planètes pour des comètes, comme l'un des éléments constitutifs des planètes. Alors une grande question, c'est est-ce que les comètes sont la source d'eau ou l'une des sources d'eau sur Terre? Alors je laisse la question posée, j'essaierai d'y répondre un peu plus tard. Et enfin, les comètes, on le sait, contiennent beaucoup de matière organique. Est-ce que ce sont aussi Alors les comètes ont-elles apporté de l'eau sur Terre, mais aussi est-ce qu'elles ont apporté de la matière organique et en quelque sorte, est-ce qu'elles ont aidé à l'apparition de la vie sur Terre? Alors ça, ce sont deux des grandes questions auxquelles Rosetta va essayer de répondre. Alors les questions se posaient, pour l'instant, bien sûr, on n'a pas encore des réponses définitives. Alors, la composition des comètes. Alors, ces cubes représentent, par leur dimension, le pourcentage de matière dans les comètes. Alors, les comètes, c'est principalement de l'eau. Alors, H2O, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, le monoxyde de carbone, CO, et le dioxyde de carbone. Donc, ce sont les trois éléments volatiles qui sont sous forme de glace. Mais en fait, il y a bien d'autres matières, et y compris de la matière organique, plus ou moins complexe, à l'intérieur des comètes. Et vraiment, l'un des objectifs de Rosetta, c'est d'étudier la composition et la proportion des éléments dans les comètes. Alors, j'insiste, il y a beaucoup de composés carbonés dans les gaz, mais aussi dans le noyau. Et Philae n'a pas fait un prélèvement, mais Philae nous a peut-être donné des informations sur la composition en matière organique, en matière carbonée, du noyau. Alors j'en viens à la mission. Donc la mission Rosetta, donc ce sont deux éléments, l'orbiteur, alors le vaisseau principal. Alors c'est en quelque sorte un petit frigo, 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres, avec des grandes ailes, donc des panneaux solaires. Il fallait que les panneaux solaires soient de grandes dimensions, puisque comme Rosetta s'est éloigné du Soleil, il fallait suffisamment d'énergie électrique, donc des grands panneaux, pour pouvoir alimenter la sonde. Et enfin, l'atterrisseur Philae, qui s'est posé sur la comète en novembre. Alors voici, ici c'est une photographie de Rosetta, le corps du satellite proprement dit, et ces grands panneaux solaires qui sont en train d'être testés
le déploiement de ces panneaux solaires est testé au sol avec un mécanisme assez spécial puisque la gravité sur Terre, disons, engendre des difficultés. Donc il faut faire un système de compensation de gravité afin de pouvoir déployer, tester, valider le mécanisme de déploiement des panneaux solaires. Alors ici, c'est le cube Rosetta lui-même, donc cette partie-là, et Philae, le robot Philae, qui est en train d'être approché pour être fixé sur le flanc de Rosetta. Alors la masse au lancement de Rosetta, c'était environ 1 tonne 4, mais il y avait plus d'1 tonne 6 de carburant. Donc il y avait des gros réservoirs à l'intérieur de ce vaisseau qui pouvaient emporter jusqu'à 1 tonne 6 de carburant. Parce qu'il y a besoin de faire beaucoup de changements de trajectoire, je vais vous en illustrer tout à l'heure, et il était important d'avoir cette grande réserve de carburant pour pouvoir ajuster de façon continue la trajectoire de Rosetta, principalement autour du noyau. La charge utile, ce qu'on appelle charge utile, ce sont les instruments scientifiques à bord de Rosetta, et ils sont de 175 kg, 165, ce qui est disons un bon rapport poids total sur poids des instruments scientifiques, puisque c'est plus de 10%, ce qui est assez exceptionnel. Et en plus, il y avait un lander de 100 kg. Donc on peut dire qu'à bord de ce vaisseau, il y avait plus de 250 kg d'instrumentation scientifique, ce qui est vraiment exceptionnel. Alors, les dimensions de Rosetta, donc 2,8 m en hauteur, 2 mètres sur 2 mètres, 2 mètres 1 sur 2 mètres. Donc c'était un beau frigo ou un congélateur. L'envergure des panneaux solaires, 32 mètres, il fallait des grands panneaux solaires, comme je dis, pour pouvoir alimenter en électricité le vaisseau loin du soleil. Le constructeur, alors les industriels ont une certaine facilité, je ne sais pas si facilité c'est le bon mot, mais à changer de nom, à se regrouper, à se séparer. À l'époque de Rosetta, de la construction de Rosetta, le constructeur s'appelait Astrium, EADS Astrium. Il a été depuis rebaptisé Airbus Defence and Space. Donc le constructeur actuel qui donne du support opérationnel à l'Agence spatiale européenne, c'est Airbus Defence and Space. Alors j'aurais dû le dire, mais le Rosetta est une mission de l'Agence spatiale européenne avec une petite contribution américaine, mais c'est principalement une mission européenne. Et ça, c'est un point à souligner parce que c'était vraiment un grand défi que l'Agence spatiale européenne, que l'Europe a relevé en développant cette mission. Alors, ici, j'illustre très rapidement les instruments scientifiques qui barrent en quelque sorte le corps principal du vaisseau principal, donc un grand nombre d'instruments scientifiques, 11 sur l'orbiteur. Certains ont des éléments, par exemple Rosina, l'instrument d'étude des gaz. Il a 3 éléments qui sont distribués autour du vaisseau. Il y a plusieurs caméras, un ensemble d'instruments qui pesaient 165 kg. Bon, là, je passe sur la propulsion. Et Philae, le petit atterrisseur, avait lui-même 21 kg d'instrumentation scientifique, dont répartis sur une dizaine d'instruments. Donc Philae lui-même était vraiment bien équipé du point de vue instrumentation scientifique pour faire ses observations pendant la descente et une fois qu'il se posait à la surface. Alors il y avait quelques petits gadgets, c'est pas le bon mot, il y avait quelques petits gadgets sur Philae qui devaient lui permettre, une fois qu'il s'était posé, de s'ancrer, de s'amarrer solidement au noyau. Alors il y avait, on les voit ici, 2 harpons. Alors, on voit une photo ici, donc c'était vraiment une petite flèche en quelque sorte, et au moment de l'atterrissage, il devait être largué et se planter dans la comète afin de pouvoir ancrer le vaisseau. Il y avait aussi un système de vis sur les 3 pieds, on voit le 3e pied ici, il y avait des vis qui devaient
par un système d'auto-amortissement, en quelque sorte, qui devait visser les pieds dans la surface de la comète afin d'amarrer le vaisseau. Il y avait un troisième dispositif, c'était une petite rétrofusée, mais ce dispositif, on savait avant le largage qu'il ne fonctionnerait pas. Par contre, les harpons n'ont pas fonctionné. Les vis ont sans doute fonctionné, mais la matière sur laquelle Philae s'est posé était trop molle, trop poussiéreuse en quelque sorte pour être efficace. Donc, au moment de l'atterrissage, Philae ne s'est pas ancré et, je crois que Jean-Hugues l'a bien dit, il a ressauté, il a rebondi en quelque sorte, il est allé se balader autour de la comète. Alors, je vais l'illustrer tout à l'heure. Donc, l'atterrissage s'est bien passé au bon endroit, mais Philae ne s'est pas arrêté, il a continué son petit voyage autour de la comète, au-dessus de la comète. Alors ceci, c'est l'orbite de Rosetta. Donc Rosetta a été lancé en 2004. Alors Rosetta a dû faire, alors on revoit ici le système solaire, le Soleil, la Terre, Mars et l'orbite de Jupiter, qui est à peu près à ce niveau-là. Donc Rosetta a dû faire 4 fois le tour du Soleil, donc décrire 4 orbites et utiliser ce qu'on appelle des assistantes gravitationnelles, l'effet de fronde, faire des survols autour des planètes, au-dessus de la Terre 3 fois et de Mars, afin de s'accélérer et de passer sur l'orbite suivante. Et le dernier survol, qui a eu lieu en 2009, a permis d'envoyer Rosetta, sa trajectoire en jaune, sur une orbite qui était proche de celle de la comète. Donc l'orbite de la comète, elle est ici, en orange, et Rosetta, et l'orbite est en jaune. Le vaisseau, il était conçu pour passer dans un mode spécial, parce que à partir d'une certaine distance du Soleil, en juin 2011, il n'y avait plus assez d'électricité fournie par les panneaux solaires. Il fallait donc que le vaisseau soit mis en hibernation. Et c'était vraiment un mode assez particulier où tout était éteint. On n'avait plus aucune communication. En quelque sorte, le vaisseau était complètement inerte. Donc de juin 2011 à janvier 2014, on n'avait aucune information sur l'état de santé de Rosetta. Il a fallu attendre le réveil qui était programmé alors je ne sais plus, c'est le 20 ou le 21 janvier. Et à quelques minutes près, mais bon, Rosetta s'est bien réveillée et les informations qui ont été envoyées dès le réveil ont montré que Rosetta avait bien survécu cette période assez particulière. Et à partir de janvier 2014, le vaisseau a été remis en service, en quelque sorte. Les instruments ont été remis en service et pendant 2-3 mois, il a fallu réactiver les uns après les autres les instruments et afin de pouvoir commencer les vraies observations fin avril, début mai 2014, puis assurer le rendez-vous avec la comète le 6 août 2014. Alors le rendez-vous a consisté à rapprocher l'orbite de Rosetta avec celle de la comète et à arriver avec une vitesse quasi nulle, une vitesse relative quasi nulle, donc pour que ce rendez-vous soit parfait. Et cette arrivée était programmée et s'est bien passé le 6 août 2014. Alors, je ne sais pas si ça va être très utile, mais j'ai essayé de l'expliquer de façon graphique. Donc ici, c'est le Soleil, l'orbite de la Terre, l'orbite de Jupiter et l'orbite de la comète en rouge. Alors voici, alors c'est très schématique, hein, l'orbite de Rosetta, la dernière orbite de Rosetta, donc après le survol de la Terre. Donc je répète, en juin 2011, mise en sommeil de Rosetta pendant 31 mois, le réveil le 20 janvier 2014. Donc pendant toute cette phase, Rosetta s'est éloignée, continue à s'éloigner du Soleil, puis s'est rapprochée.
Et à partir de janvier 2014, il y avait de nouveau suffisamment de soleil qui éclairait les panneaux solaires pour pouvoir réactiver le vaisseau. Alors le rendez-vous était fixé le 6 août 2014. Rendez-vous, Rosetta s'est approché à 100 km du noyau. Alors après ce rendez-vous, donc le largage de Philae en novembre 2014 et atterrissage. Aujourd'hui, nous sommes à 1,24 unités astronomiques, donc très près du périhélion, puisque le périhélion est à cette distance dans 3 jours, ou dans 4 jours, dans 3-4 jours, le 13 août. Donc on sera vraiment au plus près du Soleil, mais c'est très symbolique dans la mesure où la distance entre le Soleil et la comète et Rosetta varie très peu pendant, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant plusieurs semaines. Alors la mission, donc Rosetta va continuer, après le passage au plus près du Soleil, Rosetta va continuer à accompagner la comète lorsqu'elle s'éloigne du Soleil. Donc Rosetta a suivi l'évolution de l'activité de la comète pendant toute cette phase d'approche du Soleil. Ici, on arrive au maximum. Et après septembre-octobre, l'activité va diminuer lorsque la comète va s'éloigner du Soleil. Et Rosetta va continuer à suivre, disons, l'extinction en quelque sorte de l'activité de la comète pendant plusieurs mois. Alors la mission, la fin de mission était prévue nominalement en 2015, mais en fait, elle a été prolongée de 9 mois et la mission se terminera vers septembre 2016. Alors, si j'ai une question tout à l'heure, je donnerai une description du scénario probable de fin de mission tu me la poseras tout à l'heure la question, le scénario de fin de mission de Rosetta. Donc, je l'ai dit, après le réveil en janvier 2014, la réactivation de Rosetta a pris du temps, il nous a fallu plusieurs mois, donc je passe. La première observation de la comète, donc, avec les instruments qui étaient complètement réactivés, fonctionnels, de 14 juillet 2014, voici la première vraie photo du noyau tel qu'il est apparu dans les yeux de la caméra de Rosetta. Alors le 6 août, donc c'était le point de rendez-vous, Rosetta s'est approchée à 100 km du noyau. La mise en orbite autour d'une comète n'est pas simple. Alors, ce n'est pas une mise en orbite classique où on fait le tour, comme un satellite fait le tour de la Terre sur des orbites quasi circulaires. Ici, la technique est très différente. Et en plus, elle a dû être prudente parce que Rosetta ne pouvait pas s'approcher trop vite de la comète. Donc, dans un premier temps, Rosetta s'est mis en orbite sur une orbite triangulaire en avant de la comète, par rapport au Soleil, afin de pouvoir que la partie observable par la caméra de Rosetta soit illuminée. Donc, orbite triangulaire à environ 100 km du noyau, du côté Soleil, du côté éclairé. Donc, tout se passe bien. Donc, petit à petit, Rosetta est descendue sur une orbite à environ 80 km du noyau. Donc, Rosetta s'est rapprochée, toujours en avant de la comète, pour pouvoir continuer à observer et à cartographier le noyau, parce qu'il fallait bien trouver un endroit où poser Philae en novembre. Et comme tout se passait bien, on est passé à 30 km, alors j'ai dû louper une étape, ici on est passé à 50 km au-dessus du noyau, donc tout se passait bien. Au mois de septembre, cartographie globale à 30 km, donc Rosetta continue à se rapprocher. Et alors on voit que les orbites sont vraiment particulières. Alors il y avait de nombreuses contraintes qui ont fait qu'au début, ce n'était pas possible de se mettre en orbite circulaire, mais pendant quelques temps, il a été possible de se mettre en orbite circulaire à 30 km, puis à 20 km et jusqu'à 10 km. Rosetta s'est approché très près du noyau au mois de début octobre. Alors, voici les images, quelques-unes des images du noyau qui ont été prises début août. Alors, on vous donne ici les dimensions, donc 2 km, 2,5, 4 km, 2,5, 2 km. Donc ça, c'est le lobe principal, le lobe secondaire et, en quelque sorte, le cou qui relie les deux parties du noyau. Alors on voit que la surface de cette comète est absolument bizarre, elle est très comment dirais-je,
très chahutée. Ça n'a rien d'une belle boule bien gentille, hein. Et il fallait trouver un endroit pour poser Philae sur ce noyau. Alors ici, c'est l'une sans doute des plus belles images. On voit une falaise, alors ça c'est le cou, une falaise de plusieurs centaines de mètres de hauteur, et vraiment des structures géologiques qui étonnent ceux qui croyaient connaître les comètes. Alors, juste une petite anecdote, j'ai eu la chance, je pense que c'était une chance, de découvrir, j'étais à un festival dans le Gers, à Florence, de découvrir ces images avec la collaboration, le soutien de deux géophysiciens, géologues je dirais, géologues martiens et terriens. Et c'était absolument fascinant. Ils découvraient les images, ils découvraient comme moi les images, et de les laisser commenter ces images avec leurs yeux de géologues martiens et terriens. Et leurs commentaires étaient absolument étonnants. Ils n'arrivaient pas à en croire leurs yeux, ils disaient mais c'est pas possible, c'est pas une comète, il ne peut pas y avoir de telles structures sur un objet aussi petit, sur lequel il n'y a pas de gravité. Mais si, c'était bien la comète que l'on était en train de découvrir. Et par exemple, ces éboulis, quels sont les phénomènes qui produisent ces éboulis, je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse à cette question. Alors ici, on voit au mois de septembre un beau jet qui vient du cou, donc entre les deux lobes, donc un jet de poussière. Alors, il fallait trouver un endroit pour poser Philae. Et Philae travaillait aussi avec des panneaux solaires. Donc il fallait trouver un site qui soit suffisamment éclairé par le soleil, qui était l'une des contraintes. Mais il y avait de nombreuses autres contraintes. Et en fait, le choix du site a fait l'enjeu de discussions, négociations qui ont eu lieu à Toulouse, au CNES fin septembre. Et fin août, je crois que fin août, les discussions ont eu lieu. Et je n'ai pas assisté moi-même à ces discussions, mais je crois que certaines des discussions ont vraiment été très, très âpres. En tout cas, on voit ici une carte d'ensoleillement. Lorsque c'est rouge, c'est 100%. Donc ici, c'est un endroit qui était très favorable au niveau ensoleillement. Le site C et le site J. Alors il y a eu plusieurs sites qui avaient été choisis au départ. Donc les deux sites qui ont été en compétition finale, c'était C et J. Et c'est le site J qui a été choisi, bien que l'ensoleillement n'était pas au maximum. Il était à 50%. Parce qu'il répondait plus de façon plus satisfaisante aux nombreuses autres contraintes qui avaient été mises en place pour définir le choix. Et le site J, donc le site initial d'atterrissage initial ici, il n'a rien de plat. Et c'était pourtant l'un des critères importants, c'est que le site devait être suffisamment plat pour que Philae puisse se poser gentiment sur ses pattes. Alors voici sur le site J le point qui a été visé. Alors, 12 novembre, largage de Philae. Philae a déployé ses pattes et la caméra de l'orbiteur a observé pendant plusieurs heures cette descente. Alors ici, c'est une des séquences où on voit Philae qui tourne légèrement et qui s'éloigne de Rosetta et qui se rapproche de la comète. Alors ça, c'est un autre selfie. Alors cette fois-ci, c'est un selfie. Ce n'est pas un selfie, c'est un selfie. La caméra de Philae, l'une des caméras de Philae, lorsque Philae s'est éloigné de Rosetta, a pris en quelque sorte une petite photo d'adieu. Et on voit ici l'un des panneaux solaires de Rosetta. Alors, ceci, c'est l'une des images qui a été prise par la petite caméra de Philae pendant la descente. Alors, je ne sais plus à quelle altitude, je crois que c'était à 3 km d'altitude. Donc, le noyau avec le site d'atterrissage, il était totalement visible dans cette image. Le point visé est ici. Alors ça, c'est une autre image à plus haute résolution, à 40 mètres d'altitude.
Donc l'une des dernières images prises par la caméra qui regardait vers le bas, sous Philae, juste avant l'atterrissage, 40 mètres d'altitude, une quarantaine de secondes avant l'atterrissage. Et le point visé était celui-ci, au milieu, donc à peu près ici. Et il y avait juste un bloc à quelques dizaines de mètres. Alors, Philae a bien atterri au bon endroit. Premier contact avec la surface, tout se passe bien. Le point d'atterrissage était à quelques dizaines de mètres du point choisi, donc parfait. Mais, comme je l'ai dit, Philae ne s'est pas ancré. Il a rebondi et il a été se balader pendant 2-3 heures au-dessus de la comète. Il a fait un grand bond. Ses pattes ont dû accrocher la falaise, donc il a sans doute fait un saut périlleux. Et on se demande comment il est retombé sur ses pattes. Mais en tout cas, il s'est finalement posé à cet endroit-là, qui n'est pas un endroit éclairé. Donc le critère d'éclairement, il était complètement invalide. Donc c'était ce que l'on pense être la zone de l'immobilisation définitive de Philae. Philae s'est finalement posé à cet endroit. Mais disons, on n'a jamais réussi à localiser correctement, de façon définitive, Philae. Et la question que l'on se pose actuellement, bon, ce n'est pas un scoop, mais est-ce que c'était une immobilisation définitive? Est-ce que Philae, en fait, n'a pas commencé à bouger? Et il y a des informations qui ont été reçues il y a quelques semaines qui indiquent que Philae aurait en fait un peu bougé par rapport à sa position qu'il avait lors de l'atterrissage final. Donc le sort de Philae actuellement est un peu incertain. Est-ce qu'il est encore en vie? Bon, il y a eu un certain nombre de remises en route de Philae, communication avec l'orbiteur. Donc Philae a survécu. En juin, juillet, il y a eu des communications radio, donc Philae fonctionnait, mais depuis quelque temps, il n'y a plus de communication. Donc on se demande un peu où est Philae et dans quel état de santé est-il. Alors ceci, c'est les 6 images qui ont été prises par les 6 petites caméras qui équipent Philae, disons les murs de Philae en quelque sorte, et ces 6 images ont permis de reconstruire un espèce de panorama et de situer Philae dans son environnement que l'on croit y être l'environnement définitif. Alors, les chercheurs, les ingénieurs ont essayé de reconstruire la trajectoire et la position de Philae. Alors, la meilleure reconstruction actuelle est celle-ci. Philae, qui volait en quelque sorte au-dessus de la comète, se serait coincé le long d'une falaise et les pattes en l'air, disons pratiquement à 90 degrés. Donc il est dans une position relativement inconfortable, mais il a réussi à faire pendant 2 jours un certain nombre d'observations et de mesures qui ont permis de remplir pratiquement 80 ou 90% du programme scientifique de Philae lui-même. Mais il a été coincé en quelque sorte donc sur le flanc, carrément à 80 degrés, et au moins une patte en l'air, peut-être même deux des pattes qui ne touchaient pas directement le sol. Alors, voici l'image que je vous ai déjà montrée, mais il y a une petite animation qui montre la séquence d'images que la caméra qui était sous Philae a pu prendre pendant la descente. Alors on voit, là c'est une reconstruction de l'emplacement de Philae au moment du premier atterrissage. Donc on reprend la séquence. Donc le point visé était celui-ci, au centre d'image. Donc tout se passe bien. On est à 18 mètres, 9 mètres d'altitude. Philae s'est posé sur un endroit relativement plat, mais ne s'est pas ancré et il a rebondi, il s'est envolé. Bon, ça c'est un peu compliqué, c'est la question de la communication avec Philae actuellement, entre l'orbiteur et Philae, donc s'il y a des questions, j'y reviendrai.
Ça fait déjà presque 1 heure que je parle. Donc je vais faire court sur l'étude de l'environnement ionisé de la comète. Alors un objectif important, c'est d'analyser la structure, la morphologie et la composition des grains de poussière. Alors il y a plusieurs instruments qui peuvent analyser ces grains de poussière, des grains de poussière de dimension de moins d'1 micron jusqu'à certains grains de poussière de plusieurs centaines, de plus de 100 microns. Donc il y a toute une gamme d'instruments, c'est un objectif fondamental de la mission de l'orbiteur. Cette gamme d'instruments permet d'étudier les poussières. Je voulais décrire l'un des instruments qui analyse la structure et la composition des grains de poussière, mais je n'ai pas le temps du fait que je déborde. Je voulais juste vous montrer que un des aspects de cet instrument, il a des petites cibles, des cibles de 1 cm de côté, sur lesquelles les grains de poussière viennent se coller relativement gentiment, dans la mesure où la vitesse relative de ces grains est de quelques mètres par seconde. Donc les grains se collent sur les cibles. Alors cette cible, qui est une cible vierge, a été exposée le 7 août, donc dès qu'on s'est approché à 100 km de la comète. Et quelques semaines plus tard, le 12 août, voici une collection de grains. Alors toujours la cible, 1 mètre, 1 cm sur 1 cm, donc 1 cm carré, et le nombre de grains qui s'est collé, en quelque sorte, sur ces cibles, est assez impressionnant. Les chercheurs responsables de cet instrument s'attendaient à quelques grains. En fait, ils en ont eu beaucoup plus. Et si vous étudiez la morphologie de ces grains, ils ont vraiment des formes et des structures très différentes. Mais le point sur lequel je voudrais juste insister, c'est qu'il y a tellement de grains qu'ils ont dû développer une méthode pour reconnaître les grains et pour pouvoir en parler par téléphone. Parce que beaucoup de réunions se font par téléphone. Ce sont des équipes internationales. Cet instrument est sous responsabilité allemande, avec une grande contribution française, en particulier de mon laboratoire à Orléans. Il y a des Finlandais, il y a des Anglais, il y a sans doute des Espagnols. Donc la meilleure façon de pouvoir parler des grains de façon non ambiguë était de leur donner des noms, des prénoms. Tu t'appelles Hugo. Est-ce qu'il y a un Hugo ici? Donc un jour, tu verras, il y aura un grain Hugo qui sera répertorié sur l'une des cibles. Le nombre de grains, alors j'ai même perdu le compte, mais je pense qu'actuellement, il y a en tout 60 et quelques cibles. Le nombre de grains collectés est de l'ordre de plus de 20 000, je crois. Et l'équipe a un problème parce que il y a un instrument d'analyse de ces grains, il faut les bombarder avec un faisceau d'ion primaire et elle doit faire des choix assez draconiens afin de cibler le grain qu'elle va analyser. Alors l'équipe est en train actuellement de faire ses choix et les grains qui seront choisis seront analysés, peut-être que certains ont déjà été analysés, afin d'en étudier la composition. Y a-t-il des organiques, les minéraux, et vraiment étudier toute la composition de ces grains. Donc l'équipe a quand même un choix, en quelque sorte, assez cornélien. Ils ont trop de grains analysés, donc il faut qu'ils prennent des décisions assez difficiles à prendre pour choisir les grains qu'ils analyseront. Alors ceci, c'est une autre illustration des grains. Ça, ce sont des grains plutôt compacts, et ça, ce sont des grains plutôt... comment dirais-je, en anglais fluffy, floconneux, merci, des grains floconneux. Et alors, alors, il y a une petite caméra et il y a une petite lampe qui les éclaire soit d'un côté, on voit ici l'ombre du grain, soit de l'autre, et ce qui permet, en regardant la morphologie des grains sous 2 éclairages différents, de mieux étudier leur morphologie et leur structure. Alors, ici, c'est pareil, éclairé du côté droit, puis éclairé du côté gauche.
Alors, l'une des grandes questions que l'on se posait, c'est les comètes sont-elles source d'eau sur Terre? Alors, j'ai essayé de faire une diapositive simple pour illustrer cette question. Alors, l'eau telle qu'on la boit, c'est avant tout de l'eau, forme H2O, donc 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Mais il y a aussi sur Terre un peu d'eau lourde. C'est-à-dire que ce ne sont plus 2 atomes d'hydrogène, mais 2 atomes de deutérium. Il y a un neutron en plus pour former le deutérium au lieu de l'hydrogène. Donc c'est l'eau lourde. Et sur Terre, le rapport isotopique, le deutérium est un isotope de l'hydrogène, le rapport en quelque sorte eau lourde sur eau normale est bien connu, et on s'attendait à... Enfin, la mesure de ce rapport eau lourde sur eau normale devait renseigner sur... devait nous donner des renseignements sur la question est-ce que l'eau sur Terre provient des comètes? Alors, la réponse, alors tout d'abord, le rapport est 3 fois le rapport de D sur H, ou eau lourde sur eau normale, est 3 fois supérieur sur la comète. Donc, certains ont conclu, à mon avis, mais bon, c'est un avis que je ne suis pas un spécialiste, mais on peut-être conclut un peu rapidement que comme le rapport D sur H est très différent, l'eau des comètes n'a pas alimenté la Terre, ou l'eau sur Terre ne provient pas des comètes. Je pense que c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, c'est une mesure qui a été primordiale, qui a été faite, et maintenant les scientifiques vont continuer à étudier ce rapport, voir s'il évolue en fonction de l'activité de la comète et en fonction de la distance de la comète par rapport au Soleil. Alors, la question a été posée, je pense sincèrement que la question est toujours posée. Il y a sans doute, c'est mon avis personnel, un peu d'eau sur Terre, dans les océans, qui provient des comètes qui ont bombardé au début de la formation du système solaire, qui ont dû bombarder la Terre et en quelque sorte ensemencer la Terre d'eau et sans doute de matière organique. Alors ça, c'est l'instrument l'instrument Rosina qui a permis de faire cette mesure. Il a fait bien sûr de nombreuses autres mesures. Et donc, est-ce que l'eau des comètes, est-ce que l'eau sur Terre a été apportée par les comètes? S'il y a eu de l'eau apportée par les comètes, pourquoi pas de la matière organique? Donc ces questions sont en quelque sorte posées, et je le répète, pour l'instant, les questions sont toujours posées, et peut-être qu'on aura les réponses à ces questions à la fin de la mission. Bon, je passe là-dessus, parce que je voudrais quand même laisser un peu de temps pour les questions. Juste une petite digression sur la trajectoire de Rosetta. Alors ici, j'ai essayé de représenter la trajectoire depuis l'arrivée de la comète. On approche de la comète à 100 km au mois d'août l'an dernier. Alors comme je dis, on était à 100, puis 80, puis 60, puis 30, 20, 10. On est resté relativement proche de la comète. Et à partir de janvier, on est passé sur un différent type de trajectoire. Et on s'approchait de temps en temps très près, mais souvent on était relativement loin de la comète, à plus de 100 km, puis 200 km, puis 300 km. Et je crois que c'est illustré, voilà, ce qui se passe, c'est que l'activité poussiéreuse de la comète est telle que le détecteur d'étoiles, qui permet à Rosetta de s'orienter par rapport aux étoiles dans le ciel, est aveuglé par les grains de poussière. C'est-à-dire qu'il voit dans son champ de vue, voici un exemple, il voit dans son champ de vue de nombreux grains lumineux et qu'il confond avec des étoiles. Au maximum, il devrait voir une dizaine d'étoiles. Et dans cette image, qui est l'une des nombreuses images, il peut voir jusqu'à plusieurs centaines, plusieurs milliers d'étoiles. Donc il est complètement aveuglé, il n'arrive plus à s'orienter.
Et la solution qui a été trouvée, qui est mise en œuvre actuellement, donc il y a eu un premier aveuglement sérieux au mois de février, puis au mois de mars, puis au mois de mai. Et la solution qui est mise en œuvre, c'est de s'éloigner de la comète. Pendant le mois de juillet, on s'était éloigné à 150, puis 160, 170 km. Et récemment, il y a une semaine, il y a eu une suractivité de la comète. Le senseur d'étoiles a été de nouveau aveuglé et les contrôleurs, les pilotes en quelque sorte de la mission, ont décidé de s'éloigner relativement rapidement et relativement loin de la comète. Alors ici, c'était le 1er août et on voit qu'on est sur une trajectoire, on est à 350 km et donc aujourd'hui on est à environ 320, 330 km. Et la décision qui a été prise, c'est de s'éloigner de la comète afin de réduire le flux de poussière et donc de réduire en quelque sorte l'aveuglement des senseurs d'étoiles pour continuer à pouvoir piloter le vaisseau. Peut-être pour l'une de mes dernières diapos, c'est un petit film qui illustre un peu notre compréhension actuelle de l'environnement ionisé. Les instruments, il y a plusieurs instruments à bord de Rosetta, dont l'un des instruments dont j'ai été responsable pendant plusieurs années. J'ai passé le flambeau à un jeune collègue il y a quelques jours. Ont permis de comprendre comment l'environnement immédiat de la comète et le vent solaire, ici c'est les particules chargées du vent solaire, interagissent et comment cette interaction façonne en quelque sorte l'environnement de la comète. Alors c'est parfois une représentation assez artistique que je ne comprends pas moi-même ce qu'ils veulent illustrer par moment. Par exemple ici j'ai un peu de mal à comprendre, mais c'est une façon assez artistique en quelque sorte de montrer la complexité de l'interaction entre l'environnement ionisé, alors la comète est au milieu ici, l'environnement gazeux ionisé de la comète et le vent solaire. Alors, ce sont des données qui ont été fournies par les scientifiques responsables des instruments et qui ont été reprises par un artiste qui en a fait cette petite illustration. Alors, voici une autre façon de voir donc la comète, le gaz de la comète qui s'échappe, qui est ionisé, et ensuite qui est poussé en quelque sorte par le vent solaire et qui forme la queue de la comète. Donc là, c'est la partie avant de l'interaction, et puis la formation de la queue derrière la comète dans la direction opposée au Soleil. Parfois, l'illustration m'interpelle un peu. Donc peut-être que c'est le genre d'environnement que l'on arrivera à bien caractériser d'ici la fin de la mission. Bon, je passe. Alors, avant de conclure, alors, le sous-titre c'était « Qu'a-t-on appris ?» Alors j'ai un peu de mal à résumer en une phrase, en une diapo, pardon, ce qu'on a appris. Alors, je dois insister sur le fait que nous avons beaucoup de données actuellement, et c'est une moisson scientifique très riche, mais pour l'instant, nous devons encore beaucoup travailler pour essayer de donner une interprétation satisfaisante à toutes ces données. Et en plus, on doit mettre ensemble toutes les données afin de faire une analyse à partir d'observations de plusieurs instruments. Et les scientifiques sont actuellement très occupés à la partie opérationnelle, donc il faut vraiment changer les séquences d'observation de façon quasi continue, quasi journalière, et du fait que la trajectoire est changée en permanence, qu'on s'éloigne progressivement de la comète, remet en cause le travail de planification qui a été fait la semaine précédente. Il y a tout un suivi à faire, donc les scientifiques sont relativement occupés actuellement à cet aspect. Donc on collecte les données et dans quelques mois, dans quelques années, on aura un peu plus de temps pour analyser toutes ces données. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le noyau d'une comète est très sombre. Alors, je l'ai
c'est un peu trompeur parce que les images du noyau que je vous ai montré ont l'air très claires. En fait, ce sont des images qui sont traitées afin d'augmenter le contraste, mais la couleur du noyau, c'est plus noir que le charbon. Donc les noyaux des comètes sont des objets très sombres. La structure de la surface est très variée et, bon, je le dis de façon un peu cavalière, c'est un beau terrain de jeu pour les géologues. Il y a vraiment les géologues terriens, martiens, ont vraiment beaucoup de matière à analyser pour pouvoir interpréter les structures géologiques qui se forment à la surface du noyau. La surface est recouverte d'une couche de poussière et la glace, elle est vraiment à l'intérieur du noyau, elle est sous cette couche de poussière et la couche de poussière peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Donc il faut que la glace se sublime et lorsqu'elle se sublime, c'est elle qui emmène en quelque sorte la poussière, mais une grosse partie de la poussière retombe, donc elle reforme une couche. Et il y a une espèce de cycle perpétuel qui est à l'œuvre sur la comète. La poussière est en quelque sorte entraînée par les gaz, mais la gravité, je n'en ai pas parlé, mais la gravité sur la comète, bien que faible, elle est relativement suffisante pour réattirer les grains de poussière. Donc les grains de poussière, en quelque sorte, retombent et reforment en permanence cette couche de poussière qui peut atteindre plusieurs kilomètres. L'activité de la comète, donc c'est la sublimation de la glace qui déclenche des jets de gaz qui entraînent les poussières. La mise en orbite autour d'une comète est une manœuvre délicate et le pilotage doit être réactif et flexible. C'est ce que j'ai dit, les contrôleurs ajustent en permanence la distance et la trajectoire au-dessus de la comète. L'atterrissage sur une comète, c'est possible, Philae l'a démontré, mais si on ne veut pas s'envoler, il faut vraiment s'ancrer au sol. Et là, le système d'ancrage n'a pas fonctionné. L'activité d'une comète, elle est variable et imprévisible. Alors, il y a eu plusieurs sursauts d'activité, et la semaine dernière, je crois le 28 ou le 29 juillet, il y a presque 15 jours maintenant, il y a eu un sursaut d'activité important. Donc c'est totalement imprévisible. Et puisque c'est imprévisible, l'environnement du vaisseau dans lequel Rosetta baigne est difficile à prédire, donc il faut avoir une réactivité importante au niveau du pilotage. Alors, je ne sais pas si c'est une belle analogie, mais bien sûr toi tu ne l'as pas encore conduit, mais conduire dans une grande tempête de neige ou une grande tempête de sable, eh bien c'est ce que Rosetta fait un peu en permanence. Et c'est pas facile. Alors, je n'en ai pas parlé, mais il n'y a pas de champ magnétique global. Le champ magnétique a été mesuré par Philae. Il n'y a pas de champ magnétique global au niveau de la comète. Et enfin, quelque chose dont j'ai un peu parlé, l'environnement de gaz, plasma et poussière. Il est complexe, riche de phénomènes physiques. Disons, la physique des plasmas poussiéreux est une branche de la physique importante et l'environnement d'une comète est en quelque sorte un laboratoire de physique des plasmas poussiéreux. Et ceux qui s'intéressent à cette discipline sont vraiment très ravis par la qualité, la quantité des données que Rosetta nous renvoie à ce sujet. Alors, je reviens sur les observations d'amateurs, mais bon, je vais aller vite parce que je suis en retard. Voici quelques observations faites par des amateurs. Alors, je crois que ça, c'est un amateur de Porto Rico. Alors, je ne sais pas si vous voyez du fond de la salle, mais on voit ici la comète qui petit à petit apparaît dans le champ de vision de l'observatoire. Alors, il y a juste, c'est cet exemple-ci, voilà. Cet exemple-ci, c'est une observation qui a été faite le 4 août. Donc, on voit très bien la chevelure de la comète, la queue de la comète. Et ça, je pense que c'est une courbe de luminosité. La queue de la comète qui se forme. Donc, les observations amateurs sont possibles et elles donnent des renseignements importants et complémentaires par rapport aux observations que peut faire Rosetta et les observations que feront les astronomes professionnels à partir des observatoires au sol. Donc je ne peux qu'encourager
les clubs d'astronomes amateurs, dont le club de Mars, de s'engager dans de telles observations. Bon, ça, c'est quelques images de l'activité de la comète le 10 juillet. Mais bon, je termine. Pour conclure, voici le sourire de Tchouri. Bon, on peut trouver beaucoup d'analogies avec un homme ou une femme heureux. Vraiment, la comète nous ravit actuellement. Rosetta nous ravit. Rosetta est une très belle mission et on emmagasine des données qui nous occuperont, moi sans doute pas, mais qui occuperont les scientifiques pendant des années et des années. Donc c'est vraiment une très très belle réussite et je tiens à le souligner, c'est une réussite des Européens, l'industrie, l'Agence spatiale européenne, les laboratoires européens qui sont impliqués dans les instruments, dans les opérations des instruments et dans l'analyse des données. Donc c'est un grand succès européen. Merci.